Bonsoir à tous. Bienvenue à la maison d'étudiants de La Rochelle Université. Bienvenue à tous. Simplement un mot pour vous souhaiter la bienvenue. Vous dire qu'on est très très heureux d'accueillir cette avant-première au Festival Terre et Lettres, avec lequel l'université et particulièrement l'espace culture ici est partenaire depuis plusieurs années. Je tiens à remercier aussi les enseignants qui ont pu faire le relais auprès des étudiants pour venir assister à cette projection, notamment Florence Deferrand, enseignante-chercheur pour le master Sciences pour l'environnement à l'Université de La Rochelle, Nathalie Camacho, qui est anthropologue et qui a fait aussi le lien pour que des étudiants puissent découvrir cette séance de projection, et puis Louis Marou, géographe, et qui a aussi convié les étudiants, notamment de licence géographie, et les étudiants de l'association Univers et l'air, qui sont aussi également en partie dans cette salle. Remercier Xavier de Cateux pour cette proposition de projection de film d'Elisa Lévy que vous allez découvrir ce soir autour de la pensée de M. Philippe Descola, et dire à quel point penser aujourd'hui devient quelque chose de primordial, en tout cas partager différentes pensées, et aujourd'hui que l'université puisse continuer à être un lieu où les pensées s'échangent, où le débat se crée, et pour cela je suis heureuse d'accueillir cette proposition. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci Solène. Donc cette soirée, on vous remercie pour votre présence nombreux. Donc c'est l'avant-première du 12e Festival Terre et Lettres. On est dans une actualité extrêmement chaude avec l'ouverture de la COP26 le 1er novembre à Glasgow, la remise du rapport du GIEC qui est encore plus alarmant que les précédents. Et donc on se rend bien compte que c'est notre façon d'habiter la Terre qui est en question. Donc ça va être le thème de tout notre festival, comment habiter la Terre. Une question que nous devons appréhender sous différents aspects, culturels, anthropologiques, économiques et politiques. C'est ce que nous ferons pendant le festival. On aura 3 films et on aura une douzaine de livres qui seront présentés par leurs auteurs. On commence donc ce soir avec cette avant-première exceptionnelle pour comprendre que c'est culturel, qu'il y a d'autres façons d'être au monde que celle des Occidentaux, qui a provoqué et continue de provoquer tant de désastres. Donc nous allons commencer par une petite intervention d'Élise Patol et Dumba, qui est la conservatrice du Muséum d'histoire naturelle de La Rochelle, qui est partenaire du festival, pour nous dire qui est Philippe Descola, que la plupart d'entre nous connaissent peu ou pas, et pourquoi sa pensée est fondatrice. Ensuite, nous aurons un échange en visioconférence, si la technique veut bien nous aider, avec Philippe Descola lui-même, qui ne peut pas être présent là parce qu'il est en Grande-Bretagne. Ensuite, nous verrons le film, Composer le monde, le film d'Elisa Lévy. Et puis, ensuite, nous aurons un échange de questions-réponses avec la réalisatrice, avec Jean-Marie Dréan, qui est un des protagonistes du film. Donc je remercie particulièrement au nom de Terre et Lettres l'Université de La Rochelle, la maison de l'étudiant pour nous accueillir, la Fondation Léa Nature et 1% pour la planète qui nous soutiennent particulièrement sur cette avant-première, et l'association Univers et l'air d'étudiants de La Rochelle qui sont impliqués dans la préparation de cette soirée et qui vont participer à son animation. Voilà, je vous remercie, je cède la parole à Élise Patol. Bonsoir à tous. Donc, Monsieur le Président, cher Xavier de Cateux, je tiens à vous remercier de cette invitation et de partager ce moment avec vous et de m'avoir proposé cette introduction. C'est à la fois un grand honneur, une lourde responsabilité et surtout beaucoup d'émotion de m'exprimer pour présenter Philippe Descola. Je vais essayer de vous démontrer que Philippe Descola est sans doute le plus grand anthropologue contemporain, si ce n'est français, en tout cas au niveau mondial. C'était aussi un souhait de pouvoir un jour accueillir Philippe Descola, et vous le réalisez, partiellement parce que ça sera en visioconférence, mais quand même, vous faites cet exploit-là, et de pouvoir partager avec lui un certain nombre de réflexions.
qui sont, vous le verrez, très, très, très riches. Je vais juste faire une petite incursion dans ma vie personnelle, mais très, très modeste, pour vous dire que Philippe Descola, c'est un auteur, est un anthropologue qu'on lit beaucoup à l'université quand on fait des études d'ethnographie et d'anthropologie, et qui finalement, on peut l'abandonner en cours de route, mais on le retrouve très vite au cours de ses études et ensuite au cours de sa vie professionnelle. En ce qui me concerne, il est particulièrement inspirant quand on travaille dans un muséum d'histoire naturelle, comme vous le verrez, et notamment celui de La Rochelle, où nature et culture se côtoient à travers des animaux naturalisés, notamment des masques et des statuettes venant du monde entier. Et donc c'est un beau lieu de jeu pour essayer de confronter les différentes ontologies, les 4 ontologies dont parle Philippe Descola dans son travail. Donc parler du parcours de Philippe Descola en quelques minutes, c'est assez compliqué, mais j'ai essayé de reprendre quelques ouvrages et de tracer vraiment à très grands traits son parcours professionnel qui débute dans les années 70. Philippe Descola est ce qu'on appelle un ethnographe, devenu ethnologue, qui ensuite devient anthropologue. Peut-être que vous le savez, mais tous les ethnologues ne deviennent pas des anthropologues. C'est parfois très difficile de se détacher de son terrain d'analyse et d'essayer de réfléchir aux sociétés, à l'ensemble des sociétés. Il y en a très peu qui arrivent à le faire. Philippe Descola fait partie de cette catégorie-là, des très très grands anthropologues. Philippe Descola est aujourd'hui professeur émérite au Collège de France. Il a enseigné dans différentes universités à travers le monde, à Quito notamment, en Grande-Bretagne, à Cambridge, et aussi bien évidemment en France, à l'école des hautes études en sciences sociales. Il est médaillé d'argent et médaillé d'or du CNRS. Il a reçu énormément de prix à travers le monde. Une très grande reconnaissance de ses travaux par les différents pairs des grandes universités et des grands laboratoires de recherche à travers le monde. Et puis, s'il ne fallait citer qu'un seul ouvrage, mais c'est vraiment très difficile, mais là, d'un point de vue tout à fait universitaire, il est l'auteur du Dictionnaire de l'ethnologie et de l'anthropologie, publié en 1991 aux presses universitaires de France. Et donc, c'est une référence qui est recommandée à tout étudiant qui se lance dans ce genre d'études. Philippe Descola est passé d'abord par la philosophie. Il a commencé par la philosophie, comme son grand maître, qui est Claude Lévi-Strauss, puisqu'il a soutenu sa thèse avec Claude Lévi-Strauss. En général, les grands anthropologues commencent par la philosophie. Mais très vite, il s'est tourné vers l'ethnologie et son terrain, il a choisi en Équateur, chez les Achuars. Et vous allez voir que dans le film, il y fait référence avec une autre ethnologue qui est devenue sa compagne, Anne-Christine Taylor. Ils n'ont jamais quitté ce terrain finalement. Ils ont fait un grand terrain pour faire leur thèse, mais ensuite ils y sont revenus à plusieurs reprises. Et semble-t-il, c'est ce qui l'a particulièrement nourri et qui lui a permis de construire sa pensée. Il était très attaché à Claude Lévi-Strauss. Ça n'a pas été toujours le cas des étudiants de Claude Lévi-Strauss. Certains l'ont lâché et ont été très critiques par rapport à son travail. Lui a été, tout en étant critique, puisque c'est le jeu de la science, mais a toujours été très fidèle et il a publié un très bel ouvrage, si ça vous intéresse, intitulé Claude Lévi-Strauss, un parcours dans le siècle. Donc Philippe Descola commence ses travaux en 1970 donc, chez les Achuars. Et si tout ça vous intéresse, je vous recommande Les Lances du Crépuscule, qui est l'ouvrage, je dirais, assez facile à s'approprier et qu'il publie en 1993, qui est particulièrement intéressant parce qu'à la fois il présente les Achuars, mais en même temps il présente son terrain d'ethnographe. Donc ça vous donne un petit peu l'envers du décor. Donc c'est avec les Achuars qui va construire toute sa pensée et c'est avec les Achuars qu'il va découvrir que le terme de nature, que le concept de nature n'existe pas chez les Achuars. Et c'est ce qui va l'amener à réfléchir au fur et à mesure sur cette notion ou cette relation qui peut exister entre culture et nature. C'est une découverte fondamentale et il va, à travers différents ouvrages que je ne vais pas vous détailler ici, mais que je vous recommande très fortement, il va essayer d'analyser ce qu'on appelle aujourd'hui l'écologie, c'est-à-dire le discours sur la nature. Donc il a écrit notamment un ouvrage qui s'appelle L'écologie des autres, l'anthropologie et la question de la nature en 2011.
Il a écrit de nombreux articles, plus de 150 articles, des rapports, il a publié aussi un certain nombre de colloques, plus d'une quinzaine d'ouvrages, dont le dernier qui vient juste de sortir en 2021, Les formes du visible, que je vous recommande. C'est une somme considérable de plus de 800 pages, qui, je pense, fait la synthèse de son travail, notamment le travail qu'il a mené au Collège de France ces toutes dernières années, entre 2000 et 2019, puisqu'il avait une chaire d'anthropologie de la nature. Et vous allez voir qu'il a basculé dans l'anthropologie de la figuration. Je vais peut-être plus insister sur l'ouvrage, moi, que je considère majeur, qui s'appelle Par-delà nature et culture, qu'il publie en 2005. Il montre les différentes formes de classement du monde, renvoyant à 4 ontologies. Il va en parler dans le film, notamment du naturalisme, qui est propre à l'Occident, qui est propre à l'Europe, le tothétisme, l'animisme et l'analogisme. Il démontre que ce qu'il nomme naturalisme est une forme européenne de rapport au monde qui a émergé au cours de la Renaissance à travers les images et puis ensuite, d'un point de vue plus scientifique, au XVIIe et au XVIIIe siècle. Ce rapport au monde exclut l'homme de la nature. C'est très particulier, c'est typique du monde européen et ce qu'on appelle aujourd'hui le monde moderne, puisque ça s'est étendu sur d'autres continents, mais c'est unique, c'est-à-dire que toutes les autres civilisations pensent différemment et n'excluent pas l'homme de la nature. Il montre aussi qu'il existe des continuités entre les humains et les non-humains. Il y a des fois des proximités beaucoup plus importantes entre des animaux et des êtres humains, plutôt qu'entre êtres humains eux-mêmes. Et c'est dans cet ouvrage important qu'il fait cette démonstration. Il publie un autre ouvrage qui s'appelle « Les natures en question » en 2018, où il invite d'autres chercheurs à explorer cette théorie. Je vais terminer mon propos et cette présentation pour insister sur un ouvrage qui me semble aussi fondamental et qui est la première démarche qui va aboutir à cet ouvrage qui vient juste de sortir sur les formes du visible, qui est La fabrique des images, vision du monde et forme de la représentation. Il a été commissaire d'une exposition au musée du Quai Branly qui a été un choc incontournable et exceptionnel dans le monde des musées, où il a essayé de démontrer justement d'un point de vue formel et avec des objets ces 4 ontologies par des images et par des modes de représentation. Il a aussi, dans cet ouvrage et dans l'ouvrage qu'il vient juste de publier, repris des hypothèses qui avaient été déjà proposées par Marcel Mauss au début, le grand sociologue anthropologue au début du XXe siècle, et plus récemment par Alfred Gale, indiquant que les images sont agissantes sur les humains. Aussi, non seulement il est l'auteur d'une anthropologie de la nature, il a créé la chaire d'anthropologie de la nature au Collège de France, mais aujourd'hui il nous propose une nouvelle anthropologie de la figuration. Et donc, ce dernier ouvrage, Les formes du visible, qui vient juste de paraître au Seuil, est une démonstration tout à fait éblouissante. Donc, je vous recommande vivement, en ces temps de prescription et de crise sanitaire, de lire, d'écouter, de podcaster ces conférences au Collège de France et d'apprécier Philippe Descola, parce que vous verrez que vous ne verrez plus le monde comme vous le voyez aujourd'hui. Je vous remercie. Bonsoir, M. Descola. Merci de nous faire l'amitié de participer à cette avant-première du Festival Théâtre depuis le Royaume-Uni où vous êtes actuellement. Je ne sais pas si vous avez pu entendre le propos liminaire de l'illustrateur Zumba du muséum. Il n'y a pas de son. On n'entend rien. Malheureusement pas. Nous avions des soucis de connexion. Alors, on va faire ce dialogue un petit peu sous forme de questions-réponses, et puis on va toute la liberté pour vous de développer les choses comme vous l'entendez. Xavier, ton micro. Le micro, voilà. Donc, le titre du film que nous allons voir, Composer le monde, le film qu'a réalisé Elisa Lévy, fait référence à une notion clé de votre travail. Comment êtes-vous arrivé à cette idée de composition des mondes et que signifie-t-elle? Dans la tradition moderne, disons, à partir du XIXe siècle, les sciences sociales
et plus généralement l'approche philosophique des rapports entre la société et son entourage, et la nature notamment, on avait pris l'habitude de distinguer entre une nature universelle dont les principes de fonctionnement et les composantes, les éléments étaient dévoilés par les sciences, et d'autre part des visions de ce même monde. C'est le même terme, hein, nature, cosmos, c'est en grec déjà, et d'autre part des visions partielles nécessairement que chaque culture avait développées de ce même monde ou de cette même nature. L'idée derrière cela, c'était que toutes ces visions étaient intéressantes, et c'est d'ailleurs à leur étude que se consacraient les anthropologues et les historiens, mais qu'elles étaient fondamentalement approximatives, voire fausses. C'était pour l'essentiel des superstitions. Alors que la vision moderne, c'est-à-dire ce que les sciences permettent de dévoiler de la nature, était au contraire des choses exactes. En parlant de composition des mondes, je m'éloigne de cette vision en partant du principe que chaque collectif humain, chaque individu en fait, mais de façon plus générale, chaque collectif perçoit dans les éléments qui l'entourent des choses qui vont être plus ou moins signifiantes pour cette personne, et qu'il va donc sélectionner dans son entourage pour lui donner une plus grande pertinence, et de cette façon-là composer des mondes d'un genre un peu particulier. Chaque individu compose des mondes en fonction des éléments qui lui sont donnés autour de lui ou qu'il imagine. Mais lorsqu'on a été élevé dans un même milieu, dans des mêmes circonstances sociales et culturelles, on va avoir tendance à partager le même mobilier du monde, si vous voulez. Autrement dit, si vous êtes un physicien européen, eh bien, vous allez avoir dans votre monde des quarks, des bosons, des choses comme ça, qui sont détectés par des appareils de mesure extrêmement compliqués. Si vous êtes un chasseur Achuar, comme ceux que j'ai fréquentés jadis en Amazonie, bien vous aurez des présences que vous allez identifier comme étant des esprits. Et donc, ces deux mobiliers diffèrent, bien sûr, mais ils ne diffèrent pas parce qu'il y en a un qui pense de travers, c'est-à-dire le chasseur Achuar qui interprète une présence comme un esprit et l'autre qui pense correctement. Simplement, les uns et les autres n'ont pas les mêmes appareils de détection de ce qui les entoure. Donc, composer un monde, ça ne se fait pas de façon délibérée, mais ça consiste à détecter dans son entourage des éléments saillants qu'on va construire progressivement et de façon inconsciente au cours de l'éducation et partager avec un collectif plus ou moins grand. Voilà. Nous sommes de plus en plus nombreux à penser que c'est parce que l'homme occidental s'est un peu extrait de ce qu'on appelle la nature pour pouvoir la dominer, etc., qu'on est confronté à toutes les catastrophes écologiques en cours. Et alors, comment composer des mondes alternatifs à ceux de la mondialisation marchande quand la culture du hors-sol colonise les imaginaires de la majorité de la population, puisqu'il faut faire appel à des concepts. Est-ce que les gens sont encore capables de déceler de nouveaux concepts, de nouveaux objets pour imaginer un monde alternatif? Alors ça, c'est la bonne question, en effet. D'abord, des mondes alternatifs, ils existent déjà. Ils existent déjà parce que c'est ceux que, par exemple, les anthropologues connaissent, avec lesquels ils sont familiers, un peu partout autour du monde. Et si j'ai commencé à m'intéresser à ces questions il y a une quarantaine d'années déjà, c'est parce que j'ai eu le privilège de partager pendant quelques années la vie d'une population dont le mobilier du monde était très différent du mien. Et c'est ça qui m'a amené à réfléchir à cette question. Et puis il y a ailleurs des gens qui s'efforcent aussi de vivre de façon alternative, et je pense que le film en donnera une excellente illustration puisqu'il a été tourné en partie dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes.
soit en Europe, soit même parmi des populations autochtones qui ont décidé aussi de vivre différemment. Je pense à ce qui se passe au Chiapas, donc un peu partout dans le monde. Il y a des expériences de vie qui ne sont pas nécessairement thématisées ou problématisées comme selon les axes de la philosophie politique classique, si vous voulez, mais qui constituent autant de manières alternatives de penser des rapports entre humains et non humains dans des lieux singularisés et selon des modes qui sont tous assez différents les uns des autres. Donc je ne suis pas pessimiste complètement sur notre futur immédiat, puisque ce sont ces expériences-là, en grandeur réelle, comme si on peut dire, ce n'est pas des expériences de laboratoire, ce sont ces expériences-là qui montrent que des façons alternatives de vivre sont possibles. La pensée que vous proposez peut sembler universitaire, voire élitiste. Est-ce que vous avez imaginé des leviers pour la rendre plus accessible, plus mainstream, comme on pourrait dire, employer un mot à la mode, pour l'ensemble de la population et ainsi créer des prises de conscience plus globales? Oui, c'est quelque chose qui est effectivement au cœur de mes préoccupations. Ben, il y a d'abord le film que vous allez voir, qui est un premier pas dans cette direction. Moi, je suis un chercheur, un savant, comme on dit. Donc, vous me voyez ici dans mes bureaux à l'université de Cambridge, et c'est là que j'essaye de réfléchir, de penser, en travaillant comme je l'ai toujours fait, avec une énorme documentation et à partir aussi d'expériences ethnographiques personnelles. Mais en dehors du film, je suis en train de travailler un livre qui est une sorte de, comment dire, je le fais avec un dessinateur qui s'appelle Alessandro Pignocchi, et de même qu'il y a des romans graphiques comme ceux qu'il a fait, qui évoquent en partie certains aspects des propositions que j'ai pu faire. Il y a des essais graphiques, si vous voulez, et c'est ce que nous essayons de faire, c'est-à-dire nous essayons de mêler, disons, des propositions et des analyses accessibles à tous, avec des façons de les illustrer qui les rendent plus percutantes. Vos travaux, on voit que votre pensée quand même a beaucoup nourri d'autres auteurs qui sont maintenant assez populaires, comme Baptiste Morisot, des philosophes. Est-ce que ce sont un peu vos enfants, d'une certaine manière? Et est-ce que vos travaux trouvent des prolongements politiques et militants? Ils commencent. Comment les recevez-vous et vous y attendiez-vous? Alors, des prolongements militants, je ne serais pas aussi présomptueux pour affirmer cela. Simplement des convergences et des croisements sans aucun doute. Ce qui se passe dans des endroits comme Notre-Dame-des-Landes, ce qui se passe dans des entreprises que j'ai suivies avec intérêt, comme la proposition de faire de la Loire une personnalité, de donner une personnalité juridique à la Loire, par exemple, à la suite d'autres mouvements dans d'autres régions du monde qui ont transformé aussi des milieux de vie, en particulier des bassins versants en personnes juridiques. Ces propositions, j'essaye de les accompagner sans moi-même être évidemment au premier plan de l'action, puisque, à vrai dire, j'essaye de faire ce que je fais le mieux, c'est-à-dire de réfléchir, de lire et de penser. Est-ce qu'on peut faire un parallèle, ou pourrait-on faire un parallèle entre Notre-Dame-des-Landes et le monde des Achuars, la population amazonienne Jivaro avec laquelle vous avez vécu plusieurs années et où vous avez forgé vos concepts? C'est un parallèle qui serait un peu distant, mais il y a un point sur lequel on peut insister, et une différence. La différence, c'est que les Achuars, qui sont les enfants que j'ai vus naître là-bas, ils sont nés dans un milieu à la fois physique et social, au sein d'une langue qui a conditionné, qui continue encore à conditionner
la façon dont ils entretenaient des relations d'un type tout à fait singulier avec les non-humains. Alors que, donc ça leur était donné à la naissance et entretenu ensuite par la socialisation dans un milieu particulier. Alors que dans des lieux comme Notre-Dame-des-Landes, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a de propos délibérés, des gens qui, pour beaucoup d'entre eux, étaient des urbains, assez peu familiers avec le monde rural, ont, au fil des mois et des années, acquis une proximité et des formes d'identification aux non-humains qui les a conduits à, sinon devenir comme les Alchoirs, parce que je pense que c'est une transposition impossible, du moins à éprouver vis-à-vis du milieu de vie où ils résidaient des sentiments d'attachement profond qui les ont conduits à prendre dans ce milieu de vie des éléments, au fond, constitutifs pour forger une identité nouvelle et des formes d'action collective nouvelles et des formes de liens entre eux tout à fait nouvelles. Donc, dans un cas, c'est quelque chose qui est transmis. Dans l'autre, c'est quelque chose qui est créé, mais qui est créé sans évidemment rejoindre complètement ce que les Alchoirs font, parce qu'il est très difficile d'échapper à certains réflexes qui sont ceux de chacun d'entre nous, élevés dans un certain type de façon d'appréhender les choses, que j'appelle la mondiation. Mondiation, au fond, c'est la même chose que composer un monde. Et lorsqu'on a été élevé dans une forme de mondiation particulière, il n'est pas très facile d'en changer. Mais on peut tenter de le faire, c'est ce que font les gens à Notre-Dame-des-Landes, à mon sens. Vous êtes actuellement à Cambridge, au Royaume-Uni, où va s'ouvrir à la fin de la semaine la COP26, dans un contexte très alarmiste, puisque le dernier rapport du GIEC souligne à nouveau que les urgences sont encore plus urgentes qu'avant et qu'on a de moins en moins de temps. Comment vous vous positionnez par rapport à cet événement? Quelle réflexion ça vous inspire? Quelles craintes? Quels espoirs? Je ne voudrais pas avoir l'air de prendre ça par-dessus la jambe, mais je savais déjà, après la COP 21, au fond, il ne fallait pas être grand sorcier pour savoir que la COP 21 allait accoucher d'une souris. Donc elle a accouché de plusieurs souris qui sont toutes les COP qui ont suivi, dont celle qui va se tenir à Glasgow, parce que on savait déjà au fond, lorsque tout le monde s'est réjoui au terme de la COP 21, de ce qu'il y avait un accord pour réduire la consommation d'énergie fossile de façon à ce que le réchauffement ne dépasse pas 1,5 degré à la fin du siècle, la plupart des gens avertis, et tous les climatologues en général, savaient que c'était absolument impossible et que le réchauffement global allait être beaucoup plus ample à la fin du siècle que 1,5 degré. À l'évidence, malheureusement, tous les Cassandres que nous sommes ont été confirmés dans leurs pressentiments et la situation ne cesse de se détériorer avec des conséquences qui vont être effectivement de plus en plus dramatiques, non seulement pour nous dans un premier temps, pas pour nous Européens, mais pour beaucoup de populations dans des zones exposées, et bien sûr pour l'ensemble des humains au terme de ce siècle qui vient. Enfin, donc je n'attends rien de la réunion de Glasgow. Nous allons voir un film là qui vous est consacré en partie notamment. Qu'apporte l'approche cinématographique? Vous nous avez dit que vous alliez vous faire un roman graphique, enfin un essai graphique plus exactement avec Pignocchi. Qu'apporte l'approche cinématographique pour faire connaître votre travail? Est-ce que c'était la première fois que vous vous y prêtiez avec Elisa Lévy, et est-ce que c'est quelque chose auquel vous pourriez à nouveau vous prêter?
Alors, moi, personnellement, je suis un ignare du cinéma. J'adore le cinéma, mais je suis un ignare pour toute la partie technique. Mais ce que je trouvais intéressant dans le cinéma, et qui, à mon sens, a été parfaitement réussi par Elisa Lévy, c'est de faire coïncider cette idée de composition des mondes avec l'idée de montage. Or, c'est l'une des grandes choses du cinéma, précisément, c'est que plus que dans d'autres arts picturaux, si je puis dire, ou de la scène, la composition joue un rôle absolument central parce qu'elle permet de faire des sortes de collages entre des événements, des télescopages, des mises en regard de propos et de situations, etc., qui sont tout à fait saisissants. Et je crois que vraiment qu'Elisa Lévy a très bien réussi ce processus de composition, justement. Quant à savoir si on en fera un nouveau, ce ne serait pas moi qui grandement intéressé. Alors, nous vous remercions de vous prêter à cette avant-première pour l'introduction de notre festival, dont le thème c'est habiter la Terre, répondre à la question comment habiter la Terre pour essayer d'inverser, si ce n'est pas inverser, au moins faire bifurquer la tendance. Quelle définition vous donneriez, vous? Qu'est-ce que c'est qu'habiter la Terre? Je cite souvent une phrase de Humboldt, le grand cosmographe et le créateur de la géographie, d'une certaine façon, qui disait, au fond, tout ce que j'ai fait pendant toute ma vie, c'était de comprendre les principes de l'habitabilité progressive de la Terre. Et c'est aussi une chose qui m'a beaucoup intéressé comme anthropologue, c'est là-dessus que j'ai travaillé quand j'étais en Amazonie. C'était de comprendre comment une population qui n'avait pas l'air de transformer beaucoup le milieu où elle vivait avait néanmoins, au fil des millénaires, du fait de ses pratiques culturelles, changé, comme d'autres populations amazoniennes ailleurs, la composition de la forêt, de façon à la rendre plus habitable pour eux. C'est-à-dire l'anthropisation de la forêt amazonienne, ça consiste, au fond, pas de façon délibérée, mais par la pratique de l'horticulture sur brûlis, à maintenir un taux de biodiversité très élevé, mais avec des plantes qui sont utiles à l'homme. Et ce processus que je trouve passionnant est tout d'un coup mis en arrêt par le fait que, au fond, la question qui se pose à nous n'est plus comment étudier l'habitabilité progressive de la planète, mais l'inhabitabilité progressive de la planète. C'est-à-dire, au fond, ce que tous les humains, au fil des millénaires, dans certaines régions en tout cas, ont fait, c'est-à-dire de développer des rapports intime de co-construction de milieux et donc de co-évolution entre des systèmes techniques, des environnements, etc. Tout ceci est en train d'être jeté à bas par la destruction des milieux et par le réchauffement climatique aussi. Et ça me frappe tout particulièrement pour l'Amazonie, puisque, encore une fois, ce que l'on saccage en Amazonie lorsqu'on fait de la déforestation massive, c'est pas simplement de la forêt vierge, et c'est même pas en général de la forêt vierge, c'est un milieu qui a été minutieusement et au fil des millénaires façonné par des humains. Et donc l'habitabilité de la Terre, c'est pour moi de poursuivre ce mouvement, bien sûr pas de la même façon qu'il a été poursuivi par exemple en Amazonie, mais sans remettre en question, sans remettre en cause les grands équilibres qui permettent aux humains à la fois de vivre dans certains types de milieux, mais aussi de ne pas bouleverser les conditions de vie des autres occupants de la Terre. Et c'est ça, en fait, ce qui compte vraiment. Habiter la Terre, c'est penser la coexistence.
la coexistence entre humains, mais aussi la coexistence entre humains et non-humains. Je vous remercie beaucoup pour cette conversation très riche. Et nous allons regarder maintenant le film où vous intervenez. Voilà. Merci pour cette invitation. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Je vais demander à Lisa Lévy, la réalisatrice, qu'on applaudit, et Jean-Marie Bréant de nous rejoindre. Ainsi qu'Anaël de l'association Univers LR, qui est notre partenaire sur cette soirée, donc on a un moment là pour échanger avec la réalisatrice et Jean-Marie qu'on a vu dans le film. Vous avez des questions? Quelqu'un veut lancer une question? Alors les micros sont là-haut. Ça fonctionne. Super. Donc avant qu'on trouve les micros et qu'on donne un peu la parole à la salle, je voulais commencer. Elisa, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce film et t'intéresser justement à la pensée de Philippe Descola? Alors, moi, c'était des questions que j'avais en moi, comme je pense beaucoup d'entre vous qui sont là ce soir, et d'ailleurs merci beaucoup d'être là, je me demandais comment on pouvait faire pour améliorer un peu les choses. Depuis assez longtemps, c'était des questionnements que j'avais depuis pas mal d'années. Et comme ce que dit Jean-Marie dans le film, au début, moi, j'en parlais pas trop. Je faisais mes films expérimentaux, je filmais des animaux dans mon coin et je le gardais pour moi. Et puis, petit à petit, on a vu ces questions émerger. Et donc, j'ai commencé à chercher comment faire des projets, des films pour transformer le regard. Et puis, dans mon travail de recherche, j'ai rencontré la pensée de Philippe Descola. Et d'abord, c'était une rencontre intellectuelle. Et puis, je me suis dit, mais c'est tellement génial. Pour moi, c'était un soulagement. Ça m'a apporté beaucoup de joie, en fait, de voir la façon dont il articulait le monde. Je trouvais que c'était très soulageant. Et du coup, je me suis dit, il faut faire un film pour vulgariser ces idées-là, les transmettre au plus grand nombre, pas que ça reste juste dans un petit cercle universitaire. Et voilà, donc du coup, j'ai été le rencontrer, c'était en 2015. Ça a pris du coup beaucoup d'années, parce que c'est difficile de trouver de l'argent pour faire des films sur ces questions-là. Mais du coup, ce temps m'a permis de rencontrer vraiment Philippe Descola et la ZAD, et de faire ce film. Voilà. Et est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Et donc, ce pari cinématographique que tu fais de vulgariser la pensée de Philippe Descola, est-ce que c'est quelque chose qui, pour toi, permet d'amener à une évolution des imaginaires et une évolution qui est nécessaire pour amener aussi vers un changement plus complexe et plus global? Moi, ce que j'ai essayé de faire dans ce film, c'est de filmer tout le monde, toutes les personnes, toutes les ANS, donc, comme il en parle dans le film, au même niveau. C'est de regarder une larve de coccinelle, ou un pissenlit, ou un humain avec la même attention et comme une personne. Et je pense que c'est quelque chose de très subtil, de très compliqué à expliquer, à vendre à un producteur. Mais au final, je pense que ce type si on y arrive, ça peut vraiment fabriquer des sensations qu'on peut retrouver ensuite quand on sort en fait de la salle de cinéma ou de la télévision et qu'on peut voir qu'il y a des façons en fait de se relier aux autres de façon très différente. Donc je crois vraiment au pouvoir des images et dans leur possibilité en fait de montrer des choses des nouvelles possibilités en fait. Voilà, des choses que les gens n'auraient pas imaginées. Voilà. J'espère que ça a été le cas, en tout cas, avec un certain nombre de personnes ce soir. Et je pense qu'il y a quelque chose qui interpelle pas mal de gens et qui est encore quelque chose d'assez inconnu pour tout le monde, mais c'est au niveau du fonctionnement de la ZAD. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, ou un ou deux, nous expliquer un petit peu comment est-ce que ça se passe au niveau organisation politique, au niveau de prise de décision?
de la gouvernance au sein de la ZAD? Les prises de décision se passent. Les prises de décision principales se passent dans une assemblée des usages qui a lieu tous les mois, avec une fréquence plus forte en cas de besoin, et du coup, on a des petites commissions pour préparer techniquement les décisions, parce que là, on est dans une phase de négociation. On essaye de nous faire rentrer un peu dans les cases de l'administration. Et voilà, et on essaye de garder nos marges de liberté et tout ça. Donc il y a des petites commissions qui font un travail de recherche juridique, technique, de plein de choses, mais qui doivent du coup croiser leurs connaissances pour faire des propositions de fonctionnement collectif et qui doivent être validées par l'Assemblée. Voilà. Okay. Mais sachant aussi que ça c'est le fonctionnement un peu le plus formalisé, mais après la ZAD c'est aussi un collectif de collectifs. Voilà. Chacun leur vie propre et leur réunion. Ok, donc ça se base sur une culture des fondamentaux et principes communs qui poussent ensuite les prises de décision vers une certaine dynamique. Oui, après, il n'y a pas une constitution de la ZAD avec plein de grands principes. Il y a un vécu commun, une lutte vécue en commun, qui petit à petit multiplie les principes communs. C'est plus de l'ordre de la culture que de la culture au sens de ce qui est partagé et ce qui petit à petit est de moins en moins questionné. C'est plus ça qu'une charte qui aurait été écrite quelque part. Là, on est à un stade où on a envie de formaliser un peu cette culture commune. Et dans les projets, il y a l'idée d'écrire ce qu'on appelle un pacte coutumier, qui est un peu ce qui nous relie, une façon d'être qui nous relie, et dans lequel serait intégré un pacte avec le vivant qui nous dit quelle relation on va avoir avec les autres humains. Voilà. Super. Je crois qu'il y avait une question effectivement là-haut. C'est pas tout à fait une question, c'est ce à quoi me fait penser ce film, et puis cette soirée. Il y a quelques siècles, on croyait que la Terre était plate, et qu'au bout c'était une ville et qu'on allait tomber dedans. Là, on est dans un monde où on pense que la planète de la finance est plate, et qu'au-delà, on va tomber, que ça va être une catastrophe. Et là, ce film montre qu'il y a autre chose. Bon, je crois que c'est là important. Mais ça me fait penser aussi à autre chose. Bon, tout le monde a été ému de l'incendie de Notre-Dame à Paris. Bon, je ne peux pas parler de la cathédrale, de tout ce qu'elle signifie, etc. Simplement, cet incendie a pris au moment où il y avait des travaux, où il y avait l'échafaudage. Cet échafaudage a souffert de l'incendie, c'est une chose, il a fallu le démonter. Et c'était très compliqué. Donc ce qui était encore plus compliqué, c'était pas tellement de s'occuper de Notre-Dame, c'était de s'occuper d'abord de l'échafaudage. Et là, aujourd'hui, ce que vous décrivez, c'est un problème qui se pose, c'est que là, l'échafaudage que l'on a construit, c'est le monde actuel, et que la question se pose de comment le démonter, sans qu'on en prenne plein de figure. Et ça va très vite. Est-ce que vous voulez réagir? Ça me fait penser à, dans On parle de la nature et la culture, justement, et puis Descola, il a une métaphore comme ça sur la maison commune, qui est la maison naturaliste, avec la culture à un étage, la nature, notre endroit, justement, et c'est un peu la métaphore de... Il dit que tout est en train de craquer et de s'effondrer, c'est un peu le même type de métaphore. Je crois qu'il y a une autre question devant. Oui, un peu dans le prolongement de ce qui vient d'être dit. Comment expliquer ce décalage énorme les premiers rapports du GIEC, c'était il y a un certain nombre d'années. Rachel Carson, Printemps silencieux,
C'était vraiment il y a longtemps. Là, si on allume ce soir le programme télé, on va nous parler d'un certain Monsieur Z. Enfin, je veux dire, ce documentaire, comment vous l'avez produit? Est-ce que vous avez demandé à France Télévisions, à Arte? Je remercie beaucoup l'association Terre et Lettres de nous permettre de découvrir ce type de film. Félicitations pour votre film. Mais comment ça se fait qu'on ne cherche pas davantage à prendre davantage conscience? Où sont les vulgarisateurs des sciences humaines? Qui est le Marc Lesguy des sciences humaines? Donc vous voyez, j'ai envie de vous interroger là-dessus, moi, parce que je trouve que c'est... on va où, là? C'est un décalage énorme. Mais oui, mais alors... Alors, France Télévisions. J'aimerais bien avoir la réponse, donc pourquoi, si quelqu'un l'a. Ben non, alors France Télévisions, non. Arte, pourquoi? Je pense que ça a trait à... simplement parce que France Télévisions fait des films de télévision, que ce film, en fait, ne rentre pas dans des cases de télévision. Arte, pourquoi? Bah pour la même raison, en réalité, parce qu'ils n'ont pas la case qui correspond à ça, parce que en fait, il aurait fallu que ce soit un portrait de Philippe Descola ou un film sur la salle. La télévision, c'est pas un espace de liberté, c'est un... Non, mais il faut savoir ce qu'on a envie de faire. On peut faire... Non, mais on peut faire de la télévision. Il y a de l'excellente télévision. En tout cas, moi, je ne sais pas faire de la télévision. Mais par contre, c'est quand même une télévision qui nous a financé, c'est TV5 Monde. Il y a des espaces. Non, il y a TV5 Monde, ça a été... Et voilà, et on a fait une version 52 minutes pour TV5 qui va être diffusée en janvier. Voilà. Mais qui nous permet de faire cette version de 70 minutes avec plus d'espace et qui nous permet ensuite justement de discuter. Il y avait une question, oui. C'est moins une question de bravo pour votre film. Vous avez une façon extra-européenne de filmer les choses. Et j'aimerais souligner votre ouverture du film est absolument extraordinaire avec la superposition des images de la nature et Philippe Descola lisant le poème de Pessoa m'a énormément ému. Sinon, j'avais une question à Jean-Marie Drian. Vous connaissez auparavant, comment s'est fait la rencontre pour vous avec Philippe Descola? Elle s'est faite beaucoup à travers Elisa Lévy et aussi Alessandro Finucchi qui vient de temps en temps sur la zone. Mais non, auparavant j'ignorais beaucoup que je pouvais illustrer la pensée de Philippe Descola. Du coup la cosmogonie, animiste, ça m'aurait beaucoup flatté. C'est jamais trop tard. Je me souviens de la première fois où tu as vu le film et tu m'as dit « Ah mais en fait... » Ce dont je me battais, c'était le naturalisme. Je me souviens que tu m'as dit ça. D'autant plus que mon nom là-bas, c'était en général Jean-Marie naturaliste et que maintenant, il y a une pratique naturaliste qui est de connaître le nom des plantes et des animaux, et celle-là, je la revendique tout à fait. Mais moi, je la situe à l'opposé de la cosmogonie naturaliste, quoi. Mais effectivement, quand les sciences naturalistes étaient à leur apogée, ça faisait partie du colonialisme. Il s'agissait de connaître les plantes et les animaux du monde entier pour pouvoir mieux les exploiter et en tirer quelque chose. Moi, je cherche plutôt à les connaître comme on a envie de connaître les prénoms des gens qu'on côtoie. Donc ça va pas dans la même direction, mais il s'agit quand même de connaître. Voilà. Merci. Il y avait d'autres questions, je crois. Je ne sais pas où est arrivé le micro. Il y en a une là-haut ou une là.
Déjà, bravo pour votre film, vraiment super. On voit aussi les ravages que la société moderne fait sur les autres types de sociétés. Et ma question, c'est de savoir si, par rapport à cette... je sais pas comment... Enfin, ce peuple en Équateur, on voit qu'il y a aussi des voitures et d'autres choses. Enfin, on voit qu'il y a des choses de notre modernité qui sont arrivées aussi. Je veux savoir quel impact ça a et si aujourd'hui ils vivent encore comme on peut voir dans le film. Et la même question un peu sur Notre-Dame-des-Landes, savoir où vous en êtes aujourd'hui. Alors, je ne suis pas du tout une spécialiste des hachoirs et on les voit pas beaucoup. Et ça aurait pu être l'objet d'un autre film, justement, cette question que vous soulevez, c'est-à-dire quel est leur rapport à la modernité, en fait. Et est-ce qu'il y a des porosités dans un sens ou dans l'autre? Mais donc, il y a encore des communautés qui vivent dans la forêt, bien sûr, mais je suis pas sûre qu'il y ait encore beaucoup de gens qui vivent complètement en autarcie. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, ils sont complètement pris par les mêmes outils que nous, en fait. Il y avait juste la question sur Notre-Dame-des-Landes. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? On va dire matériellement, voilà, on se déplace plus en voiture, on est plus fixé sur des maisons, tout ça. Mais ça n'empêche qu'on hérite d'un certain esprit. Mais c'est une certitude que la lutte contre l'aéroport, la situation que ça créait, permettait, à mon avis, d'avoir une bulle dans laquelle on s'extrait un peu du monde tel qu'il nous est imposé. Donc il y a beaucoup de choses qui étaient permises par cet état de lutte et qui ont un peu disparu depuis, ou qui sont devenues moins visibles, moins traduites concrètement et tout. Et il y a aussi, en parallèle, il y a des... Comment dire, c'est les différentes cultures qui cohabitaient sur la ZAD tout en s'excluant ou en se détestant cordialement, maintenant doivent dialoguer ou se séparer, maintenant qu'il n'y a plus cette opposition unique contre un projet d'aéroport, quoi. Donc là, il y a toute une transition qui est plus ou moins douloureuse, mais qui fait partie de la vie. Et voilà. Et la question sur les hachoirs, ça me fait penser à des histoires qui sont illustrées dans la bande dessinée Annette de Sandro Pinocchi. Que le rapport qu'on a au monde, c'est pas quelque chose dont on va parler avec des étrangers qui passent. C'est quelque chose de très intérieur et de très intime, et qui disparaît pas instantanément, à mon avis, avec le changement des conditions matérielles. Voilà, on dit qu'en Bretagne, les luttes qu'il y a contre des projets comme ça, Plogoff, Erdeven, Notre-Dame-des-Landes, tout ça, ça a un lien avec un rapport sacré à la terre qu'on ne peut pas se permettre de gaspiller, qu'on ne peut pas se permettre de transformer comme ça. Mais personne ne le dira, et même c'est subconscient, en fait, quoi. C'est pas écrit sur une tablette sur l'étape de la loi, quoi. Mais à mon avis, il y a quelque chose qui reste, voilà, peut-être de moins en moins visible, mais c'est toujours là. Merci. Il y en avait une en bas. Merci pour ce très beau film. On a évoqué tout à l'heure la nécessité, effectivement, d'être dans des formes de vulgarisation de tout le champ des sciences humaines. Vulgarisation, ça veut dire diffusion de votre film.
Est-ce qu'il y a une stratégie déjà de, entre guillemets, distribution sur le territoire national? On a beaucoup de projections qui sont en train d'enfant. On est en train de construire notre cycle de projection. Le but, c'est d'accompagner pendant un certain temps le film, justement avec des projections, avec derrière des espaces de discussion. Et donc on va essayer comme ça de mailler tout le territoire pendant les 6 prochains mois. Et on peut proposer des projections. Voilà, donc on a beaucoup de gens qui nous demandent de venir projeter le film. Et on a du coup un site internet et une page Facebook sur lequel on annonce les choses. On fait ça de façon assez indépendante en fait. Mais on a beaucoup de professeurs, de lycées, de collèges qui nous demandent des projections de films. Et voilà, c'est assez réjouissant en fait de voir qu'il y a beaucoup de demandes, beaucoup d'envie. On essaye de répondre à tout, mais c'est pas évident parce qu'on est une toute petite équipe. Et puis je pense qu'à un moment, le film voyagera sans nous aussi. On essaye au maximum de faire des projections en salle pour donner une qualité d'écoute et voilà, une immersion, parce que je pense que la salle permet plus d'attention. Mais on n'a pas aujourd'hui encore, pour l'instant, on n'a pas de distribution au cinéma. Donc c'est voilà, des salles qui nous invitent, des salles indépendantes, des universités. Voilà. Mais on n'a pas de distributeur. C'est vrai que le coronavirus a rendu tout complexe et c'est compliqué en fait. Le cinéma aujourd'hui pour les distributeurs, pour les petites salles. Donc pour l'instant, on fait les choses comme ça et ça nous permet de rencontrer plein de gens géniaux, donc c'est assez chouette. Et à long terme, un DVD ? Je dirais plutôt on pourra le voir en ligne sur un site, je pense. Oui, à un moment. Oui. Le micro ne fonctionne pas, je pense. Est-ce que vous êtes tranquille par rapport au pouvoir actuel aujourd'hui sur la ZAD? Je dirais on n'est jamais vraiment tranquille et on est toujours précaire quelque part. Certainement moins qu'on était avant. Là, d'un point de vue vraiment formel, les personnes qui ont un statut agricole ont un bail sur les terres. Dans le même temps que le corps même des fermes et tout ce qui est habitat n'existe pas, enfin administrativement, tout a un statut, un non-statut, c'est-à-dire du squat, quoi. Mais là, avec, à partir du moment où ça n'a pas été détruit en 2018, il y a une forme d'acceptation sur laquelle l'État n'est pas censé revenir, mais tout en ne sachant pas vraiment quoi faire avec ce machin. Donc ça reste assez savoureux comme moment. Oui, alors justement, ça va compléter un peu la question. Quel rapport entretenez-vous avec les gens du Larzac, avec les gens de l'expérience de 40 ans qui gèrent des terres avec l'État, etc. Il y a des analyses là, après les 40 ans, justement, comment ça se passe aujourd'hui. Un cultivateur qui part en retraite, il y en a un nouveau qui vient sur la même terre, c'est pas redistribué, il n'y a pas de SAFER, il n'y a pas tout ça. Donc quel rapport vous avez avec les gens du Larzac qui vous ont soutenu à certains moments? Et puis deuxième chose, là c'est une petite mémoire, quand j'ai vu toute la grande rangée de voitures, de camions de CRS, je me souvenais les grandes lignes de tracteurs qui soutenaient les panneaux en bois pour reconstruire le village que vous avez reconstruit sous la pluie. J'y étais, voilà. Merci. Alors moi, je ne connais pas directement de personnes du Larzac, mais ça a toujours été une sorte de modèle et d'expérience qui nous a inspirés et qui, voilà, où on a cherché ce qui était transposable et ce qui n'était pas. Et après, l'État s'est armé contre les GFA, donc il n'y avait pas... Voilà, au temps de la lutte, on a vu que c'était plus opérant.
En 2018, on a proposé à l'État de faire un bail emphytéotique global, comme ça s'est passé là-bas. Et la réponse a été les fils de chars et et de camionnettes et des bombes lacrymo périmées. Et donc voilà, on continue de progresser sur une autre voie, qui a consisté beaucoup à répondre un peu à un ultimatum qui demandait de déposer des projets agricoles avec un nom, un lieu, tout ça, mais en faisant une démonstration continuelle de l'entremêlement de tout ça. Et par exemple, le projet dans lequel je me suis investi là depuis une petite année, qui s'appelle l'école des Tritons, c'est la reconstruction d'une maison qui permet de prolonger des découvertes du vivant sur la zone. Et le fait de développer ce projet-là, qui est on espère que c'est difficile de contester l'idée de faire découvrir le vivant à la campagne. Et du coup, mais ça permet aussi de dire, la campagne, ça veut dire qu'il y a des maisons qui sont pas des fermes. En fait, la campagne entière, c'était des forgerons, du culturel, parce que nous, ce qu'on a vécu là, c'est tout ça, et c'est pas seulement de l'agricole, c'est de l'agricole qui nourrit plein de choses et vice versa. Et c'est ça qu'on veut prolonger, voilà. Mais ça reste un combat, quoi. Ça reste une lutte à part entière. Sur certains plans, sans doute. Oui. Merci pour votre film. On m'entend. Merci. Merci, c'est magnifique. Et en plus, ça parle de la joie. Et je crois que c'est assez rare en ce moment et ça fait beaucoup de bien. Et ici, dans cette région, il y a une lutte contre un grand projet inutile qui s'appelle la lutte autour des bassines agricoles pour les maïsculteurs. Et c'est, en fait, ma question, c'est ici ce que je constate en observant ça de mon point d'observateur, c'est à quel point il est impossible, enfin, il paraît impossible aujourd'hui d'instaurer un dialogue entre les deux camps. Et c'est comme s'il y avait un clivage qui est comme un mur infranchissable. Et ma question, c'est sur Notre-Dame-des-Landes, comment est-ce que vous avez tissé du dialogue avec les gens du territoire, justement ? Alors le dialogue, il ne réussit jamais avec tout le monde, voilà. Et chaque personne a sa propre expérience de comment établir un dialogue. Moi, je connais quelqu'un qui, dans les tout débuts de la ZAD, avant 2012, allait régulièrement au bistrot du coin, quitte à se faire enguirlander par les gens, mais c'était super important que quelqu'un soit là au bistrot du coin et qu'on voit que c'est un être humain comme les autres. De mon côté, le premier projet dans lequel je m'étais installé là-bas en 2010 comportait une boulangerie. Et à la campagne, c'est hyper important de dire je viens là pour chercher du pain. Et c'est impossible de dire je viens là pour découvrir ces gens-là. C'est vraiment trop frontal. De dire je viens là pour acheter du pain, c'est une entrée comme une autre. Et du coup, ça va faire 10 ans que je fais des balades sur les plantes sauvages là-bas, et c'est aussi une façon de donner une entrée, de donner une raison à des gens de venir, et et par la suite, on fait ah oui, c'est comme ça en vrai. Mais je pense que chacun fait de son meilleur, et après, quand il s'agit du dialogue, non pas avec les gens du coin, mais avec des très grands lobbies,
ça arrive que les gens se renseignent et tout ça, mais pas devant tout le monde, ça c'est jamais. J'ai toujours pensé que l'État a gardé sa façade de voilà, on est inflexible et tout jusqu'au moment où chute le projet. Jamais on parlera du nombre de fois où, en écrivant un projet sur le papier, il et elle se sont dit non, on va pas faire ça, ça rencontrera trop de résistance. Ça, on le saura jamais, ça c'est dans le secret de leur cœur. Mais voilà, il y a à mon avis, enfin, si voilà, enfin, ça sera jamais dit quoi, le pouvoir de nuisance qu'on a, c'est un secret d'État. Merci. En effet. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Parce qu'on va peut-être bientôt rendre la salle, je pense. Je sais pas à quelle heure. Au niveau des bassines, malheureusement, ça se peut qu'ils mettent un malin plaisir à réaliser tous les projets sur place et peut-être la victoire du mouvement ici, malgré la mort du marais Poitevin, dont visiblement tout le monde s'en fiche, ce sera peut-être le fait qu'il n'y ait pas de bassines dans le sud-ouest ou en Provence, quoi. Et malheureusement, voilà. Tout le monde ne s'en fiche pas, mais oui, non mais voilà. Ouais. Bien. Moi, je voulais dire un mot. Juste un mot, oui. Juste par rapport à l'école des Tritons, parce que c'est quand même une façon d'aller rencontrer la ZAD de près qui est assez chouette. Je trouve que c'est vraiment super ce que vous êtes en train d'essayer de faire. Comment on peut faire pour se relier à l'école des Tritons, du coup? On a une liste de diffusion d'infos sur quand il y a des balades, quand il y a des chantiers, et que j'ai pas la carte sous. Voilà, Une dernière question. Je ne suis pas la personne la plus organisée du collectif de l'école des Tritons. Mais ouais. En tout cas, ça se trouve rapidement, quoi. Il n'y en a pas 36. Ouais, non, c'est pas une question, mais c'est juste on a parlé des bassines non merci et qu'il faut que ce soit plus connu. Et du coup, je vous fais une invitation. Le 6 novembre, il y a une grosse journée de mobilisation à Mosée-sur-le-Mignon. Donc, je vous invite tous à y aller. Moi, je trouve ce film absolument excellent parce qu'on a besoin d'inspiration et l'inspiration que ramène l'anthropologue d'Amazonie est vraiment importante pour redonner un sens profond à un mouvement qui est en cours actuellement et on le voit dans toutes les régions de France. Nous-mêmes allons quitter La Rochelle où on vient de passer 20 ans et on repart à la campagne en Dordogne où on habitait auparavant. On va redynamiser un petit village avec ce qu'on a collecté et ce qui se passe actuellement de partout. Et je crois que le mouvement est très profond et que l'expérience de la ZAD, ce sont des semences, c'est-à-dire que ce sont des lieux où il y a eu une expérience qui dépasse largement le cadre du local parce que dans l'inconscient collectif, ça a ensemencé quelque chose. Voyez, et je trouve ça très intéressant de ramener aussi l'ensemencement des peuples premiers qui ont une vraie expérience à nous partager, une vraie richesse qui n'a pas disparu, heureusement, complètement, mais qui se transpose et qui on va dire, ensemence nos régions de France aussi, et en Europe. On le voit de multiples manières. Voyez. Et on vient d'explorer ce sujet-là avec Joël et on se rend compte que les gens sont en train de s'équiper pour devenir autonomes à la campagne. On ne trouve plus, par exemple, de filtre à eau tout simple, par gravité, parce qu'il y a trop de commandes. C'est partout, il y a un équipement. Voilà, les gens prévoient quelque chose qui est en cours. Merci beaucoup, en tout cas. Et c'est vrai que moi aussi, j'ai fait ce chemin, j'ai quitté la grande ville. Et c'est vrai que on a un peu, c'est compliqué de trouver une parole politique aujourd'hui qui est intéressante. Et moi, en fait, de mon expérience, le constat que je fais, c'est que la parole politique, la vraie réflexion aujourd'hui, elle est plus dans la ville, en fait. Elle est dans les territoires
hors des métropoles, il me semble. Bon, on prend une dernière question. Déjà, merci beaucoup pour le film. Et je voulais savoir comment on fait pour se renseigner vraiment sur la ZAD, pour savoir comment on fait en fait pour militer, enfin pour agir sur ce qu'on a envie de défendre en fait. Je sais qu'il y a un Facebook encore très actif sur les nouvelles de la ZAD. Le site internet est un peu plus endormi, voilà. Et il y a aussi l'association ACIPA, là, qui était l'association citoyenne voilà, très active contre l'aéroport. C'est un peu scindé. Il en reste une partie qui s'appelle Poursuivre Ensemble et qui est aussi qui fait le lien avec la ZAD telle qu'elle est maintenant aussi. Donc ça, c'est différentes entrées. Après, voilà, je me heurte à mes difficultés dans la com. Voilà. Juste si je peux rajouter sur ce sujet-là, si jamais tu veux justement t'engager ou l'un d'entre vous veut s'engager, il y a énormément d'associations, de collectifs qui existent aussi à La Rochelle. Et autant je suis super d'accord sur le fait d'aller sur la ZAD et je trouve ça super, mais il y a aussi beaucoup de choses qui se passent autour d'ici pour lesquelles on peut agir. Et il n'y a pas forcément besoin d'aller loin. On a l'exemple avec les bassines. Il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de combats qui se passent autour d'ici aussi. Et c'est tout aussi important de se lever contre ça. Merci. Merci à tous. Du coup, comment on les rencontre, comment on fait pour les rencontrer? Vous venez me voir. J'en connais quelques-unes. Bon, merci à tous. On va conclure parce qu'il faut rendre la salle. Merci beaucoup, Elisa. Merci, Jean-Marie. Alors, c'était l'avant-première du festival Terrelette qui se tient donc le samedi 6 et le dimanche 7 au Forum des Pertuis. Je vous invite tous à prendre les programmes à la sortie. Vous verrez qu'on y parlera d'autonomie avec un film sur les autonomies, justement, comment met en place l'autonomie. On y parlera du capitalisme, on y parlera des biorégions, du biorégionalisme, qu'est-ce que c'est. On parlera aussi de nos rapports aux non-humains. On parlera aussi des autres façons de parler d'écologie que sont les romans jeunesse ou la bande dessinée pour rendre plus accessibles les discours. Et on clôturera avec un très beau film qui s'appelle Le chant qui guérit la terre, qui est une très belle façon d'envisager notre rapport et notre manière d'habiter la terre. Donc je vous donne à tous rendez-vous samedi 6 et dimanche 7 au Forum des Pertuis. L'entrée est libre et sans réservation. C'est une grande salle, il y a de la place pour tout le monde. Merci.